Bonjour à tous, il est 20h, c'est parti, on démarre le live sur le thème « Faut-il investir dans les entreprises chinoises ?» Thème carrément d'actualité, on va le voir pourquoi. Est-ce que c'est le moment ou pas d'investir dans les entreprises chinoises? Après tout ce qu'on entend, alors je vous laisse vous connecter au fur et à mesure, me faire des petits coucous, mettre des likes pour que ça booste un peu la publication, le live, mettre des commentaires pour réagir. Bref, me dire bien que vous êtes là, me faire des petits coucous. On va démarrer. Hop, moi je vais afficher vos commentaires. Voilà. Alors, faut-il investir dans les entreprises chinoises? Est-ce que c'est le bon moment? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors déjà, on va repartir un peu sur ce qui s'est passé sur les 2 dernières années. On a une année 2019 qui était quand même très rythmée sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, avec un Trump qui préside les États-Unis avec une volonté forte de vouloir rendre l'Amérique, les États-Unis, indépendantes de la Chine. C'était son programme. Rendre les États-Unis indépendants de la Chine. C'est quand même un vaste sujet et il a fait des choses, notamment faire en sorte de surtaxer les produits chinois. Et ça, forcément, ça a énormément rythmé les marchés parce que quand vous surtaxez, vous freinez les échanges entre les deux géants que sont les États-Unis et la Chine. Et forcément, ça, les marchés n'avaient pas apprécié. Donc on a démarré un peu comme ça avec une nouvelle guerre qui était une guerre purement commerciale. Et le bilan de tout ça, moi je ne fais pas de politique, je vous donne une approche purement d'investisseur qui est factuelle. Factuellement, le bilan de tout ça, c'est que 1, Trump n'est pas réélu. Et 2, les États-Unis sont toujours dépendants de la Chine. Donc de ce côté-là, le carnet de notes, il est quand même pas très bon. Pour notre ami Donald Trump. Finalement, pas beaucoup d'évolution par rapport à ça. On a une Amérique toujours autant dépendante de la Chine. Et maintenant, on va aller voir un peu du côté de la balance commerciale. Alors ça y est, je sors des grands mots techniques. La balance commerciale, très simplement, c'est finalement, est-ce que le pays en question qu'on analyse, il exporte ou il importe plus ces produits. Dans le cas de la Chine, on a un niveau d'exportation qui est plus important que le niveau d'importation. Les États-Unis, c'est l'inverse. On importe plus qu'on exporte. Et au niveau de l'Union européenne, on est à peu près à l'équilibre, à quelque chose près. Ok, donc on a une Chine qui est vraiment très agressive sur les exportations. C'était le cas avant 2020, ça l'est toujours. Et donc ça, forcément, ça dynamise énormément leur activité et leur économie. Maintenant, on va regarder du côté des indices purement boursiers. Si vous regardez par exemple le China A50, on est à year to date, donc entre le jour d'aujourd'hui versus il y a un an pile, on est à plus 21%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a un an pile, on était encore avant l'effondrement des marchés à cause du Covid. D'accord? Donc on est à 21% au-dessus du niveau avant Covid. Donc c'est plus qu'un rebond. Là, c'est clairement, on est dans une Chine qui a été capable de non seulement bien traverser la crise, mais en plus, là en 2021, de rebondir très fortement. Si on regarde le Composite Index, qui est l'index phare de la bourse de Shanghai, on est à plus 17,4%. 17,4%. C'est énorme. Vous pouvez regarder aussi le CSI 300, qui sont les 300 plus grosses capitalisations boursières de Shanghai. Vous verrez, pareil, on est sur une hausse qui est très très importante. Alors, sujet du jour, introduction faite, est-ce qu'il faut investir ou pas dans la Chine? Oui ou non? Donc ce que je vous propose, c'est je vais vous donner 2 points de vue. Pourquoi, quels sont les signaux plutôt négatifs versus quels sont les signaux plutôt positifs. Donc 3 arguments en défaveur de la Chine. D'abord, c'est son instabilité sur le plan politique.
dans la mesure où vous l'avez vu dans l'actualité récemment, ce qui a pu se passer avec Jack Ma qui a disparu. Vous avez comme ça des milliardaires du jour au lendemain qui peuvent être amenés à disparaître. On ne connaît pas la raison. Et du coup, des entreprises qui se retrouvent en bourse pouvoir chuter pour des raisons quand même qui sont mais inconnues. Donc ça, le problème d'instabilité. On a un régime qui n'est pas une démocratie telle qu'on la connaît dans l'Union européenne ou aux États-Unis. Le deuxième facteur, c'est un vieillissement de la population. Je vais vous donner un chiffre. On estime qu'au niveau des plus de 65 ans, en 2050, on aura triplé le nombre de personnes qui ont plus de 65 ans. Donc c'est énorme. Donc il y a vraiment un baby boom en Chine qui va se transformer en un papy boom qu'il va falloir gérer pour ce pays. Ça va pas être simple. Nous, on le vit en Europe et clairement, un vieillissement de population, c'est très très compliqué à gérer. Et enfin, le troisième argument en défaveur de la Chine, c'est une dette qui est record avec 40 000 milliards, soit 15% de la dette totale mondiale. Donc ça aussi, c'est énorme. On a une Chine qui est très endettée. Donc évidemment, ça, c'est des facteurs plutôt angoissants, certes. Maintenant, regardons le positif. Moi, je pense que la Chine a clairement la capacité, dans les années qui viennent, de devenir la première puissance mondiale. Elle en a la capacité. Pourquoi je vous dis ça ? D'abord parce que la Chine connaissait déjà, avant la crise, une croissance qui était forte. Et pendant la crise, elle a su maintenir son PIB, maintenir sa croissance. Et donc, on attend en 2020, le FMI s'attend en 2021 à une croissance du PIB de 8,2%. C'est énorme. Et la Chine a su maintenir son PIB en hausse de 1,9% en 2020. Donc, une capacité de la Chine à maintenir son PIB et à maintenir sa croissance malgré une crise majeure. La bonne santé, elle va dépendre de la balance commerciale. Donc ça, il va falloir le suivre. Le troisième argument, la Chine, elle dispose d'entreprises qui sont innovantes, avec Alibaba quand même, qui en est un très bon exemple, et un peu comme Tesla fait rayonner les États-Unis, on a un Alibaba en Chine et d'autres qui poussent la croissance et poussent l'innovation. Et puis, on voit bien que le yen chinois, par rapport aux autres monnaies, se comporte plutôt bien, en tout cas face au dollar. Donc, on a aussi une monnaie qui tient, qui est forte. Autre indicateur vraiment très positif pour la Chine, on a cette année en 2020, on a une année record en termes de levée de fonds. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en pleine crise Covid, et la Chine connaît ses plus hautes levées de fonds qu'elle n'a jamais faites. Donc ça, c'est assez incroyable. Je vous mettrai un petit graphique que j'ai mis en story, je vous le remettrai en commentaire, qui est finalement la croissance des États dans les pays avancés versus les pays émergents hors Chine et la Chine. Dans les pays avancés, on oscille entre moins 5,8 jusqu'à moins 8,1 en 2020. Donc c'est vraiment mauvais. Pour ce qui est des pays émergents, on est entre moins 2,3 et moins 5,7. Donc pareil, négatif, c'est la crise, ça ne va pas. PIB en baisse. Et la Chine, on oscille entre 1,2, entre plus 1 et plus 1,9. Donc pendant toute la crise, on a su maintenir le radeau sur l'eau, et on va connaître un rebond qui va être massif en 2021. La Chine et la politique chinoise a annoncé qu'elle voulait multiplier par deux son PIB d'ici 2035. Je ne sais pas si vous imaginez comment on est dans un autre délire. On est sur un objectif, une croissance qui est beaucoup plus importante qu'en Europe. Ça donne en moyenne à peu près 5% de croissance tous les ans sur son PIB. Donc autant vous dire que c'est autre chose que les objectifs de l'Union européenne.
Alors pourquoi la Chine réussit aussi bien à maintenir sa croissance et ce rebond? D'abord parce que c'est une économie c'est un État solidaire, qui a un esprit du collectif qui est peut-être plus développé que dans l'Union européenne et aux États-Unis. Premier point. Et puis deuxième point, elle investit massivement dans son éducation. Et ça, c'est primordial pour une économie, d'avoir des jeunes qui ont un avenir, qui sont éduqués, qui ont des bons diplômes, etc. Et aujourd'hui, la Chine, par exemple, en termes d'ingénieurs, est la seule qui va être capable de produire autant d'ingénieurs dans le monde pour répondre aux enjeux de demain. La Chine, aujourd'hui, elle pèse 31% de la croissance de la consommation mondiale. L'Asie représente 50%. Vous vous rendez compte, la moitié de la croissance mondiale se fait aujourd'hui en Asie. Et parmi ces 50%, on a 31% pour la Chine. Donc c'est énorme, c'est énorme. En conclusion, pour moi, on a un développement qui se fait en Asie, qui est massif. Et c'est vrai que nous, dans l'Union européenne ou même aux États-Unis, on n'a pas forcément conscience de cette envolée qui est en train de se produire. Et après, mon avis personnel, c'est que on va avoir des nouvelles économies aux Émirats, en Israël, qui sont des pays qui innovent. Et pour moi, l'innovation est clairement la clé pour que les États se développent, que l'économie se développe, et pour que, en tant qu'investisseur, vous puissiez faire de la plus-value sur vos actions et sur vos indices. Donc, moi, je vous invite à vraiment vous focaliser sur l'Asie, les Émirats, l'Israël, etc., de bien regarder ces économies-là qui vont se développer dans le futur, ne pas se focaliser que sur les États-Unis ou l'Europe. Bien au contraire, s'ouvrir aux nouvelles économies qui émergent. On peut pas vivre sans la Chine, et je pense que le mandat de Trump l'a bien montré. Je prends l'exemple d'Apple qui aujourd'hui dépend complètement de la Chine pour produire ses iPhones. On n'a pas la capacité aux États-Unis d'avoir à la fois une main-d'œuvre pas chère, tout en ayant des personnes qualifiées, des ingénieurs qualifiés pour produire et répondre à la demande. Donc aujourd'hui, toutes les multinationales dépendent plus ou moins de la Chine. Et les personnes qui vous diront le contraire en disant qu'on peut se passer de la Chine aussi facilement ont tort. Aujourd'hui, on vit dans une économie qui est mondialisée et tous les grands États, toutes les puissances dépendent des unes avec les autres. Et ce phénomène est en train de s'accélérer dans les années qui vont venir. Voilà, je vais mettre en commentaire sur Érable différents trackers, actions, etc., différentes valeurs dans lesquelles vous pouvez investir pour investir sur l'Asie. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à aussi partager ce live. Pour ceux qui sont sur Érable, du coup, vous allez avoir accès à toutes les informations pour pouvoir investir. Si vous ne savez pas comment investir, vous connaissez pas, vous êtes débutant dans l'investissement, vous ne savez pas comment faire, eh bien Érable, c'est ma formation qui permet d'apprendre à investir. Il y a une communauté derrière d'entraide sur lequel je coach les personnes pour investir et développer leur patrimoine. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous rendre sur le lien que j'ai mis juste au-dessus de cette vidéo, guillaume-buisson.com/érable pour découvrir la communauté et la formation. Et je vous dis à tous à très bientôt, une excellente soirée. À très vite.